sujet là aussi du trou noir du capitalisme, qui était l'un de tes titres de bouquin, si je crois bien, et aux différentes interprétations de la crise du coronavirus. Alors, je suppose que le règne des experts va être peut-être évoqué dans ton intervention, je ne sais pas. Donc, je te laisse la parole. Dominique, est-ce que tu peux me permettre de partager l'écran? Je n'entends pas ce qu'il me répond, mais il a dû m'entendre. Dominique, tu entends ou pas? J'ai mon micro qui était fermé. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Tu dois pouvoir maintenant. Essaye. S'il y avait un souci, j'essaierai de. Ça n'a pas l'air de marcher, Dominique. Alors, j'ai essayé de passer à plusieurs participants peuvent partager simultanément. Bon, attends, on va faire différemment. J'essaye de trouver. Tu te rappelles à quel endroit c'était? À sécurité, peut-être? Ah, je n'ai pas vu ce que tu as vu tout à l'heure. Hein. La réunion. Attends, je suis en train de voir. J'essaye de retrouver. Tu ne te rappelles pas, toi, sur ta machine, comment tu fais pour récupérer? Ah, moi, je sais comment, quand j'ai l'autorisation, je sais comment faire. Il suffit que je clique sur ma petite icône là, en bas de l'écran, mais je ne sais pas comment tu fais toi en tant que... J'essaye de voir comment je peux te donner cette responsabilité. Alors, je sais qu'il y a une histoire de... Et tu l'avais trouvé tout à l'heure, tu disais. Oui, non, mais je ne suis pas sûr. C'est pas ça. Alors, attends, c'est peut-être là, plus, quand je vais chez toi. Ça y est, je crois que ça y est. Là, bon. Est-ce que vous voyez un écran? Oui. Parfait. Bon. Alors, merci là pour oui, nous voyons. Pardon? Merci pour me proposer cette intervention qui, à première vue, n'a pas de lien forcément avec ce que vient d'exposer Michel, mais on va voir que c'est peut-être pas le cas, justement. En tout cas, je remercie Dominique de m'avoir donné l'occasion de retrouver mon vieux compère Michel, et puis ma consoeur Marie-Claude. C'est toujours un plaisir. Donc, alors, je vous propose effectivement de mettre en rapport la situation actuelle avec la crise de fond du capitalisme, parce que je pense que quand la pandémie a éclaté en février dernier, février-mars, il y a eu une première interrogation chez les économistes pour se demander si l'économie dans laquelle nous sommes avait quelque chose à voir dans l'irruption de cette pandémie. Et le premier mouvement de beaucoup d'économistes ayant pignon sur rue était de dire mais non, ce n'est pas du tout à cause de l'économie que nous avons cette irruption de la pandémie, ce n'est pas du tout une récession au sens où on l'entend habituellement, de la conjoncture, et pour partie, c'est vrai, bien sûr. Mais quand on a compris l'enseignement des épidémiologistes depuis de nombreuses années, on sait que cette pandémie du Covid-19 est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire qu'à cause du recul de l'habitat, de la faune sauvage, et qui est elle-même due à la déforestation, à l'emprise de l'urbanisation, à la primauté donnée à l'agriculture intensive et productiviste, bref, il y a eu un passage beaucoup plus facile des virus des animaux sauvages à l'être humain. Et donc, cette situation était anticipée par les scientifiques depuis très longtemps et elle est venue aujourd'hui. Mais ce que je vais essayer de montrer, c'est que cette survenue s'est produite sur fond d'une crise systémique du capitalisme et qui n'est sans doute pas sans rapport, Michel nous l'a dit, avec la dégradation de la démocratie depuis plusieurs décennies. Alors, Marie-Claude, tu le disais, donc j'ai analysé ça dans un livre qui porte ce titre, Le trou noir du capitalisme, qui est paru au tout début de l'année 2020, avant que l'on sache quoi que ce soit sur le fait que cette pandémie allait arriver. Donc, j'ai été bien Marie de voir que mon livre est tombé dans un trou noir des libraires dont il ne sortira sans doute plus jamais. Mais ça ne fait rien. Je pense qu'on peut analyser cette crise de fond du système capitaliste sur un plan à la fois social et écologique
comme je l'ai souvent dit au cours des séminaires d'Espace Marx précédents, mais avec cette nouveauté qui va venir se greffer sur celle-ci. Alors, je vais séparer mon exposé en deux parties. D'abord, analyser cette crise sociale et écologique du capitalisme sur laquelle la situation nouvelle s'est greffée. Et ensuite, j'essaierai, c'est ce que je faisais dans mon livre justement, j'essaierai de tirer parti de cette prémonition tout à fait lumineuse de Karl Polanyi dans l'entre-deux-guerres qui avait dit que si le marché s'emparait du travail, de la terre et de la monnaie, c'en serait fini de la société. Et donc, j'utilise cette intuition en la renversant et en proposant trois pistes pour éviter de tomber dans ce trou noir du capitalisme que par analogie j'ai comparé au trou noir qu'ont mis en évidence les astrophysiciens, ces astres qui ont une telle force gravitationnelle qu'ils aspirent tout, lumière et éléments matériels. Alors, cette crise, je la place sous le patronage de Marx, bien sûr, qui avait lui aussi eu l'intuition que le capitalisme épuisait toute richesse et toute source de richesse que sont la terre et le travailleur. Le premier indice qui permet de caractériser la crise actuelle du capitalisme mondial, c'est que depuis maintenant 2 bonnes décennies, la chute des gains de productivité du travail est avérée. Et cela dans toutes les régions du monde. Et alors, ce graphique que je tire d'un organisme de statistiques sur ce phénomène-là, qui est publié chaque année. Et l'avant-dernière fois où je l'avais publié, je l'avais tiré de cette publication, la courbe verte que vous voyez en bas sur les autres économies développées remontait légèrement ici, hein, à la fin. Pardon, excusez-moi. Et cette fois-ci, la dernière publication montre que partout dans le monde, ces courbes de progression de la productivité du travail s'affaiblissent sans exception maintenant. Et donc, il s'agira dans un instant de dire en quoi cette chute de la productivité du travail, en termes de progression bien sûr, hein, pas en termes de niveau, renforce les difficultés de rentabilité du capital. Mais auparavant, il faut se demander pourquoi il y a cette chute de la progression de la productivité du travail. On n'en sait trop rien. En tout cas, pardon, ça va trop vite, elle fait l'objet de plusieurs hypothèses. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop laquelle l'emporte sur l'autre. La première hypothèse, pour illustrer ce paradoxe mis en évidence par Solow dans les années 80, c'est que l'informatisation et les nouvelles technologies, on le voit partout, sauf dans les statistiques de la productivité. On pourrait estimer qu'on ne sait pas bien mesurer aujourd'hui la croissance de la productivité parce que la mise en œuvre de logiciels et d'équipements de plus en plus bons qualitativement nous amènerait à sous-estimer cette croissance. Bon, je ne crois pas trop à cette hypothèse-là parce que même si les équipements sont de plus en plus bons sur le plan qualitatif, avec un même indicateur, on devrait pouvoir mesurer une tendance. Il y a une deuxième hypothèse qui est plus probable sans doute, c'est que la tertiarisation des économies entraîne une moindre hausse de la productivité, ce qui, comme les services deviennent très, très largement majoritaires dans le monde entier, entraîne la moyenne de la hausse de la productivité vers le bas. Il y a également l'idée que l'obsolescence plus rapide des équipements digitaux oblige à des amortissements de plus en plus importants rapidement, et ce qui fait que cela induit une moindre efficacité du capital technique. L'économiste américain
Robert Gordon, depuis plusieurs années, insiste sur le fait que le progrès technique, contrairement aux révolutions industrielles précédentes, n'engendre plus des secteurs moteurs comme l'avait été l'automobile ou plus anciennement le chemin de fer, puis l'énergie du pétrole, etc. etc. Aujourd'hui, ces nouvelles techniques n'entraînent pas autant qu'avant de secteurs moteurs pour la productivité. Dernier élément qu'il avance, Gordon aussi, c'est le vieillissement de la population partout dans le monde, sauf peut-être en Afrique encore pour un certain temps, et une population vieillie incite moins à l'innovation. Et puis, alors c'est l'hypothèse que personnellement je préfère finalement, même si je ne suis pas en mesure de dire c'est la plus importante. Le modèle social, entre guillemets, de la précarité, du management qui est complètement déshumanisant et de l'augmentation des inégalités, il est contre-productif au sens propre du terme. C'est-à-dire comment on peut espérer augmenter fortement la productivité du travail quand le modèle, entre guillemets, social qui l'accompagne est complètement dégradant. Et donc là, il y a une contradiction que la tendance du capitalisme néolibéral n'a pas réussi à surmonter. Et donc, ça veut dire que le modèle productiviste épuise peu à peu les conditions matérielles de l'accumulation, c'est-à-dire, au sens où Marx l'entendait, la capacité du système à produire de la valeur. Et quand on sait que cette contradiction d'ordre social, avant tout, se double maintenant d'une contradiction en termes écologiques, on va le voir dans un instant, on va pouvoir constater peut-être, et même certainement, que la rentabilité du capital, ici mesurée pour les États-Unis sur une longue période, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le trend général est plutôt à la baisse. Et donc, comme je le disais à l'instant, je reviendrai là-dessus après, si cela se double en même temps d'une crise d'ordre écologique, avec la principale chose dont nous parlons, à savoir la hausse des températures dans le monde, consécutivement à l'augmentation de l'émission des gaz à effet de serre, avec une probabilité presque certaine aujourd'hui, si je peux dire, d'un réchauffement qui dépassera de loin les plus 1,5 degrés et sans doute aussi les plus 2 degrés Celsius supplémentaires pendant tout le XXIe siècle, on a là tous les ingrédients donc, qui font que la capacité du système à produire de la valeur économique va peut-être devenir plus compliquée. Alors, on pourrait espérer qu'il y ait une déconnexion entre les émissions de gaz à effet de serre et puis la production mondiale. Mais on se rend compte que la production augmente à un rythme, certes ici mesuré par la courbe en pointillé, plus rapidement que les émissions de CO2, ici mesurées en pointillé fin. Donc, ce qui veut dire que le rapport entre les deux, CO2 sur produit mondial, diminue, ce qui veut dire que nous sommes plus efficaces pour produire aujourd'hui que nous l'étions autrefois, mais il y a une déconnexion qui est simplement relative et non pas absolue, ce qui fait que nous sommes toujours, à cause d'un effet rebond, toujours en train d'émettre de plus en plus de gaz à effet de serre sur la période qui a précédé, en tout cas, la pandémie du coronavirus. Et alors, comment le système s'en tire-t-il? Eh bien, il s'en tire d'une première manière en dégradant la part salariale partout dans le monde par rapport à l'ensemble de la valeur ajoutée. Le graphique la porte sur la France, mais l'Organisation internationale du travail, le BIT, on publie chaque année une courbe que l'on peut retrouver de manière pratiquement similaire pour tous les pays au monde, en tout cas pour tous les principaux pays au monde. Et cette dégradation de la condition salariale de manière générale, pas simplement mesurée en termes monétaires, mais en termes de droit du travail, en termes de protection sociale, etc., en termes de droits sociaux de manière générale, cette dégradation
peut permettre de rétablir temporairement une rentabilité pour le capital. C'est ce que le graphique fait par mon ami Michel Husson montre déjà depuis plusieurs années, c'est que de la décennie 80, hein, où le capitalisme néolibéral s'impose jusqu'à aujourd'hui, il y a une tendance, ou en tout cas jusqu'aux dernières années, il y a une tendance à l'élévation du taux de rentabilité, malgré la chute de la progression de la productivité, mais on voit à partir de du milieu de la décennie 2000, on voit que cette rentabilité peut recommencer à s'éroder par la conjonction, je le répète, la conjonction de contradictions à la fois sociales et environnementales ou écologiques qui sont inédites dans l'histoire de l'humanité. Ceux qui seront férus de formalisation trouveront dans mon livre une petite décomposition du taux de profit sur laquelle je passerai rapidement, simplement pour vous dire qu'on peut décomposer le taux de profit un peu différemment de la manière dont procédait Marx, mettant la plus-value par rapport au capital engagé. On peut décomposer le taux de profit en une variable de répartition. Si le taux de plus-value, décidément, je suis maladroit, si le taux de plus-value n'est pas supérieur à la progression de la productivité du travail, et si en même temps il y a une dégradation des conditions matérielles et environnementales de l'efficacité du capital, alors tout est réuni pour que le taux de profit ne connaisse pas les beaux jours que les investisseurs espèrent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le deuxième partie là, que je vous propose pour essayer de ne pas être englouti dans ce trou noir du capitalisme, trou noir qui veut donc aspirer toute marchandise, toute activité humaine, toute espèce vivante dans le règne de la marchandise. Que peut-on faire pour éviter cela? Alors, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, mais je m'inspire de cette prémonition dont je vous ai parlé en introduction, que l'on doit à Polanyi, qui en 1944 donc, avait écrit cette phrase fabuleuse que le travail, la terre et la monnaie n'étaient pas des marchandises, c'était des marchandises qu'il appelait fictives, mais que le jour où elles seraient transformées en marchandises, eh bien, ce serait fatal pour la société. Alors donc, je retourne ces trois marchandises fictives pour en faire les pivots, 1, de la réhabilitation du travail, 2, de l'institution des communs et 3, de la socialisation de la monnaie que je vais voir successivement. Alors, réhabiliter le travail, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut le voir sur deux plans, en même temps sur le plan philosophique, au sens de la philosophie politique, et sur le plan de la stratégie politique. Sur le plan de la philosophie politique, je continue de penser qu'il y a une centralité du travail dans la mesure où il est le seul producteur de valeur, ça c'est Marx tout à fait, et que ce travail est également central parce que, comme il le disait aussi, il est producteur de soi et de liens sociaux. Mais dès le moment où on affirme ces deux éléments associés, il y a une contradiction qui va apparaître, bien sûr, entre l'émancipation et l'aliénation. C'est-à-dire que le travail est à la fois aliénant et en même temps, il est porteur d'une capacité à s'émanciper. Et donc, la réhabilitation du travail va consister à lui redonner sens, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver une cohérence avec la question écologique. La question du travail, ce n'est pas simplement une question sociale, c'est aussi une question qui permet d'intégrer le nouveau phénomène auquel nous sommes confrontés. En termes de conception de stratégie politique, qu'est-ce que ça signifie, la réhabilitation du travail? D'abord, s'il y a quelque chose de positif à retirer de l'épisode pandémique que nous avons connu depuis le printemps, c'est que pour la première fois, en tout cas pour la première fois de mon vivant, on a entendu parler de qu'est-ce que c'était qu'un travail utile, qu'est-ce que c'était qu'un travail essentiel. Et donc, la réhabilitation du travail permet justement de retrouver cette idée d'un travail vraiment utile, répondant à des vrais besoins et qui, en même temps, est extrêmement productif de valeur au sens économique du terme. Et il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est-à-dire que le travail des infirmières n'est pas productif de valeur pour enrichir le capital, mais il est productif de valeur économique pour la société. Ça, c'est un thème que je développe depuis plusieurs années sur la revisitation de la conception du travail productif. Et
Le deuxième élément stratégique, c'est celui qui consiste à renforcer le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise. Je rejoins là ce que nous disait Michel tout à l'heure, à savoir que l'aspiration à la démocratie permettait effectivement de retrouver l'idée que la démocratie devait être instaurée dans l'endroit où elle est pour l'instant totalement exclue, c'est-à-dire l'entreprise. Bon, bien sûr, la restauration du droit du travail et des droits sociaux en termes de sécurité sociale est évidente après toutes les attaques qui ont été menées. Je pense aussi que la réduction des inégalités de revenus, mais pas simplement des revenus au sens large, mais aussi des inégalités salariales s'impose, et notamment les inégalités entre les salaires féminins et masculins. Je pense également que pour réhabiliter le travail, il faut réintroduire la question de la réduction du temps de travail. Et là aussi, la pandémie nous a montré des choses très, très intéressantes. Et je me suis amusé à calculer le coefficient de corrélation linéaire qui pouvait être mis en évidence entre les pays membres de l'Union européenne qui ont un taux de chômage faible et qui pratiquent le temps partiel à un niveau élevé. La corrélation est extraordinaire. C'est-à-dire que tous les pays qui emploient un travail à temps partiel de manière importante, ils ont un taux de chômage faible. Et d'ailleurs, le gouvernement français, en prenant en charge une bonne partie des salaires pendant la mise au chômage partiel d'une grande partie du salariat au printemps, eh bien, a confirmé que la réduction du temps de travail, parce que la mise au chômage partiel, qu'est-ce que c'est? C'est, sous un nom différent, une réduction du temps de travail, certes très temporaire, mais une réduction du temps de travail pour atténuer le choc en termes de perte d'emploi due à la baisse de la production. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette prise en charge, ça aurait signifié que la baisse de 10% de la production aurait dû entraîner une baisse quasiment proportionnelle de l'emploi. Alors certes, on va perdre 800 000 emplois peut-être cette année, mais pas à la hauteur qui se serait déroulée si jamais on n'avait pas mis en place ce chômage partiel que moi je persiste à appeler RTT partiel et temporaire. Deuxième aspect, pour ne pas tomber dans le trou noir du capitalisme, instituer les biens communs. Bon, vous savez que cette notion de bien commun est réapparue en tout cas depuis une bonne quinzaine d'années, notamment à la suite de l'attribution du prix de la Banque de Suède à la politiste américaine Elinor Ostrom, qui malheureusement est décédée depuis, et qui a mis en avant donc cette notion de bien commun, mais qui demande et qui a entraîné une énorme discussion dans le monde entier à la suite de cette attribution, mais qui demande peut-être à être précisée. Parce que, contrairement à ce qui est parfois dit dans les milieux très proches de l'environnement, les milieux écologiques, etc., les biens naturels ne sont pas naturellement communs. L'eau qui coule des montagnes, les océans sont des biens naturels, mais ils ne deviennent communs que par construction sociale ou par décision de la société, si vous voulez. Et puis leur valeur, entre guillemets, échappe au registre économique. Certains s'amusent à calculer la valeur économique de la fonction chlorophyllienne ou bien de la lumière du soleil ou bien des océans, etc. Ça n'a strictement aucun sens. Je n'aborde pas en détail ce point parce que c'était l'objet de mon livre précédent, La richesse, la valeur et l'inestimable, mais on pourra en discuter si vous le souhaitez. Donc, principe philosophique sur deux plans. En termes de stratégie politique, ça veut dire que d'abord, il ne faut pas que la notion de bien commun vienne se substituer à celle de biens ou services publics. Il va y avoir une autre dimension, mais qui ne supprime pas celle-ci. Autrement dit, il faut continuer de garantir la propriété collective des services publics. Associé à l'idée que je développe souvent, à savoir que le travail dans les services monétaires non marchands est lui aussi producteur de valeur économique, mais patatras pour le capital, ce n'est pas fait pour lui. Les ressources naturelles, donc les connaissances, et notamment tout ce qui va tourner autour de la santé, par exemple, on le voit aujourd'hui avec la recherche d'un vaccin, devraient être instituées comme des biens communs pour justement donner la possibilité de construire ce que les théoriciens qui ont travaillé à la suite d'Ostrom ont appelé un faisceau de droits à propos de ces biens communs. Droit
à l'accès à l'eau institué comme bien commun, droit accès à l'air le plus pur possible institué comme bien commun, droit accès à l'éducation, etc., etc. Dernier principe, pour ne pas être englouti dans le trou noir du capitalisme, socialiser la monnaie. C'est peut-être l'aspect le plus technique là, qui pourrait être exposé. Je vais essayer de m'en tenir à des choses relativement simples, compréhensibles par des non-économistes. Là aussi, je subdivise en deux parties cette idée, en termes de philosophie politique et en termes de stratégie politique. La première idée, et qui nous a été maintenant très très bien présentée par tous ceux qui ont travaillé sur la nature sociale et institutionnelle de la monnaie, c'est que la monnaie est une institution sociale qui n'est pas réductible au capitalisme, ni même à l'accumulation privée, et ni même à son rôle dans les échanges marchands, comme on le lit dans tous les livres d'économie, vous le savez, tous les manuels de base de l'économie. La monnaie est beaucoup plus que cela. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est à la fois un bien privé et un bien public. Un bien privé parce qu'elle va être effectivement un outil pour servir l'accumulation du capital privé, mais en même temps, elle va aussi servir à ce qu'il puisse exister un tissu social. S'il n'y avait pas de monnaie, il n'y aurait pas de sécurité sociale parce que nous ne pourrions pas rémunérer en nature les chirurgiens ou les infirmiers et infirmières qui nous soignent à l'hôpital. Donc, elle est ambivalence, elle comporte cette double face, et sans jeu de mots avec la monnaie, double face de la monnaie, bien privée et bien publique en même temps. La monnaie est donc un vecteur d'égalisation des travaux échangés, hein, ça va être son aspect économique, et en même temps un vecteur de socialisation et de participation à la vie collective. Et Aglietta et Orléans nous ont, depuis maintenant 20 ans, nous ont montré qu'elle était fondée sur la légitimité du politique qui instaure la confiance en la monnaie et sur la pertinence d'un système productif qui soit capable d'offrir les biens et services en face de cette monnaie proposée. En termes de stratégie politique pour socialiser la monnaie, il y a au moins 4 ou 5 idées qu'il faudrait pouvoir avoir le temps de développer. D'une part, que la transformation du modèle productif que la crise écologique appelle doit être accompagnée sans doute d'une mise en œuvre d'une fiscalité écologique, mais d'une fiscalité écologique qui puisse être accompagnée socialement. On a vu justement à quel désastre avait mené la décision ayant précédé le mouvement des Gilets jaunes. La deuxième idée, c'est une idée qui remonte très loin, hein, puisque Marx en avait eu l'intuition, Rosa Luxembourg avait approfondi la chose, et puis au XXe siècle, Schumpeter, Keynes, Kalecki avaient enfoncé le clou en montrant que la création de monnaie était indispensable à l'investissement net macroéconomiquement parlant. Donc il ne peut pas y avoir de surplus, soit de croissance, soit d'un surplus social approprié par la classe dominante, s'il n'y a pas accompagnement monétaire. D'où l'importance de maîtriser la création de monnaie. Et on va voir qu'il y a un débat actuel qui a été relancé au moment de la pandémie sur le rôle que pouvaient jouer les banques centrales pour que sa politique soit mise au service du financement de la transition écologique. J'y reviendrai un peu plus loin ou dans la discussion. Mais on va retrouver alors quelque chose à laquelle Michel faisait allusion aussi dans la réponse aux questions, à savoir que ça voudrait peut-être dire aussi qu'on remette à l'honneur une planification démocratique qui avait disparu de la scène publique, de discussion publique au cours des dernières décennies avec le néolibéralisme. Mais en même temps, ça repose toutes ces questions, et si on revient à la question des biens communs aussi, ça repose la question de la propriété. La propriété, on avait cru qu'elle avait définitivement disparu du paysage démocratique à la suite de l'explosion de l'Union soviétique et des pays qui l'entouraient. Donc je crois que ces deux retours-là doivent être remis à l'honneur dans la mesure où la stratégie de transition sociale et écologique va nécessiter des choix
s'étalant sur le long terme, et on va retrouver cette idée que la crise à laquelle nous avons affaire n'est pas une affaire conjoncturelle, n'est pas une crise d'ordre conjoncturel, mais vraiment une crise qui engage des choix décisifs pour le long terme. Je ne sais pas quelle heure il est parce que je ne vois plus la pendule là. Bon, mais il n'empêche que ces questions de la monnaie... Combien? 5. Très bien, parfait. Bon, ces questions sur la monnaie sont à la fois techniquement un peu difficiles et en même temps sont très politiques. Bon, je viens d'évoquer le rôle que peut jouer la Banque centrale. Je reviens un petit peu là-dessus parce que c'est tellement d'actualité que peut-être vous auriez des questions. Bon, vous savez que les pays européens, les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord en juillet sur le principe d'un emprunt collectif pour financer, pour aider à financer les plans de relance nationaux. Donc, il y a un plan de relance européen à hauteur de 750 milliards qui se partage presque moitié-moitié entre des subventions aux États, donc non remboursables, et des prêts aux États, donc remboursables, mais par emprunt, toujours par emprunt sur les marchés financiers. La Commission européenne donc emprunterait 750 milliards sur les marchés financiers, ce qui fait que l'emprise de ces marchés ne disparaîtrait pas. Elle s'exercerait non plus par des taux d'intérêt différents selon la situation économique de chaque pays, mais elle s'exercerait sur le plan global, puisque chacun bénéficierait du taux bas collectif, mais avec l'épée de Damoclès, ce qui nous pendrait au-dessus de la tête si jamais les taux d'intérêt se remettaient à augmenter de manière importante, et on n'est pas sûr que les taux d'intérêt quasiment nuls aujourd'hui puissent perdurer pendant X années. Parallèlement à ce plan de relance européen, vous savez aussi que la Banque centrale européenne a annoncé un programme d'achat d'actifs, de titres financiers, à la fois publics et privés d'ailleurs, aux banques ordinaires qui avaient, dans un premier temps, soit prêté à des entreprises, soit prêté aux États. Et donc, ce rachat des titres financiers par la Banque centrale européenne auprès des banques s'élèverait d'ici le mois de juin prochain à 1 350 milliards d'euros. Et dans les semaines précédentes, j'ai cru entendre Christine Lagarde, présidente de la BCE, dire qu'il n'était pas impossible qu'ils aillent encore plus loin. Mais vous voyez à quel chamboulement définitif, je ne sais pas, mais en tout cas un chamboulement temporaire de l'orthodoxie auquel on assiste. Parce que deux questions qui étaient complètement évacuées du débat politique, et notamment, pour rejoindre encore l'exposé de Michel, qui faisait partie de la question de la souveraineté, deux choses qui étaient complètement évacuées, à savoir, premièrement, est-ce que la Banque centrale peut financer monétairement les dépenses publiques, c'est-à-dire, pour le dire simplement, acheter directement les titres de la dette publique lorsque c'est nécessaire, au lieu d'attendre que ce soit par le biais du refinancement auquel les banques ordinaires sont tenues de procéder auprès de la Banque centrale. Première question qui était complètement taboue et interdite d'ailleurs d'être prononcée par les traités européens. Deuxième question qui chamboule aussi pas mal le paysage, à savoir, est-ce que, puisque le bilan de la Banque centrale européenne, actif-passif, se gonfle au fur et à mesure que la Banque centrale achète aux banques des titres financiers, et notamment au fur et à mesure que ces titres financiers sont pour beaucoup des titres financiers publics, est-ce que la Banque centrale ne pourrait pas annuler les dettes qui sont inscrites à son passif? Alors bien sûr, ça chamboule complètement le paysage, et vous vous rappelez qu'au printemps dernier, la Cour constitutionnelle allemande avait poussé les hauts cris parce que ça contrevenait directement à la pratique depuis l'instauration de l'euro et de la Banque centrale européenne à ce que la Bundesbank avait imposé auparavant. Je conclus en essayant de voir s'il y a une cohérence entre les trois piliers qui me servent à proposer donc l'éloignement du trou noir du capitalisme. Donc, retrouver les finalités et le sens du travail, finalité dans la double direction, c'est-à-dire à la fois d'ordre social et en même temps avec la préoccupation écologique. On ne peut plus produire n'importe quoi. Deuxième idée, si l'État peut directement avoir
des prêts à bateau, et voire taux nul si c'est la banque centrale qui prête, l'État peut alors être l'employeur en dernier ressort, comme le dit l'économiste américain Iman Minsky, l'employeur en dernier ressort, en même temps que la banque centrale serait le prêteur en dernier ressort, mais pas simplement pour les banques ordinaires à l'occasion de leur refinancement, mais à l'égard de toutes les institutions de la société, qu'elles soient l'État en tant que tel, au sens strict, ou les collectivités territoriales, ou tous les ensembles sous l'égide de la collectivité. Si on ajoute à cela le fait que les services publics non marchands et les biens communs ont été institués en tant que tels, la démocratie sociale introduite là où elle ne l'est pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire notamment dans les entreprises, et la construction de notre rapport à la nature, c'est-à-dire avoir une autre conception de celle-ci qui ne soit plus celle d'une conquête, d'une domestication sans égard pour les équilibres des écosystèmes. Et nouvelle question, mais là-dessus, je ne suis pas de la première compétence, nouvelle question d'ordre anthropologique. La question de l'anthropologie est venue à la fin aussi de l'exposé de Michel. La question anthropologique, quel rapport devons-nous avoir avec les êtres vivants non humains? Et donc, conjonction d'une crise sociale et d'une crise écologique sur laquelle s'est greffée la crise du coronavirus, je vous l'ai dit au début, nous permet effectivement d'avoir une autre réflexion sur le type de rapport que nous nouons avec les non-humains et en tout cas avec tous les êtres vivants. Est-ce que si on ajoute tous ces éléments, on aboutit à un dépassement du capitalisme par cette socialisation, qui est une socialisation au sens tout à fait différent de l'étatisation qu'on avait connue autrefois? Est-ce que ça permet un dépassement du capitalisme? Eh bien, je vous souhaite bon courage pour y répondre. C'est à l'ensemble. Dominique, est-ce que tu peux enlever l'écran partagé peut-être ou Alors, est-ce que je vais y arriver aussi? Voilà. Je regarde. Arrêtez de partager. Ah, ça voilà, y est. c'est bon. C'est bon. Bon. Est-ce qu'il y a des questions ou pas là déjà ou, je vois Jean-Christophe Monio souhaite poser une question. Bon, ben, je garderai la mienne pour plus tard. Donc, je passe. Jean-Christophe Mathias, voilà. Oui, merci. J'aurais une question à poser à Jean-Marie sur les différentes définitions qu'on peut donner de l'écologie ou des écologistes ou des écologismes. Je prends un exemple. Hier soir, je regardais un documentaire sur l'eau, sur Arte, intitulé « Main basse sur l'eau », et on y voyait des personnes qui étaient présentées comme des écologistes australiennes qui achetaient sur le marché de l'eau des quantités d'eau, et donc des milieux naturels, pour les préserver. Alors qu'à côté, certains agriculteurs n'avaient pas les moyens d'acheter de l'eau et devaient vendre leurs terres. Voilà. Alors, à cette conception, il y a la conception des peuples autochtones qui, pour qui l'eau est quelque chose de sacré, en fait, et pour qui il est complètement impossible de donner une valeur marchande. Alors, que peut-on, et pour les questions de biodiversité, sur le monde animal, par exemple, on a exactement le même type d'interrogation. Donc, que penser de cette tendance à donner une valeur marchande aux ressources naturelles qui, donc, effectivement, selon ce que la société, la façon dont la société les voit, peuvent être considérées comme des biens communs. Bon, on va peut-être grouper. Donc, Michel, tu avais une question, Cabane, tu avais une question à poser. On va grouper deux questions. Ton micro. Ton micro. Michel, tu dois activer ton micro.
C'est bon? C'est bon. Ça passe? Oui. Oui, c'est à propos du chamboulement dont tu as parlé, Jean-Marie, sur le plan macroéconomique. Et est-ce qu'il ne serait pas temps de reconnaître une certaine déconnexion entre l'orthodoxie macroéconomique et le néolibéralisme en tant que transformation structurelle de l'économie? Est-ce qu'on n'a pas été pendant très longtemps, nous, dans les pays européens membres de l'Union européenne et surtout de la zone euro, étaient un peu obsédés par la question de l'orthodoxie de la Banque centrale européenne, qui a fait partie de la stratégie néolibérale des Européens. Mais en parallèle, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aux États-Unis, ce n'était pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la Banque centrale a toujours été d'un pragmatisme absolu au regard de la question de l'orthodoxie. Et ce que je me demande, c'est est-ce que les politiques macroéconomiques ne sont pas finalement modulées suivant les situations pour maintenir le cap des transformations structurelles néolibérales de l'économie. Et on peut faire l'hypothèse qu'aux États-Unis, ils ont structurellement pu faire le choix de politiques pragmatiques, c'est-à-dire extrêmement discrétionnaires suivant les besoins, parce qu'ils n'avaient finalement pas de problème systémique de mise en cause des rapports entre le salariat et le patronat, alors que dans les pays européens, le maintien d'une tendance à l'orthodoxie macroéconomique, notamment sur le plan monétaire, avait peut-être pour fonction de maintenir une certaine discipline salariale. Voilà ma question. Si tu veux répondre, oui, peut-être. Oui. D'accord. Alors, sur les questions de Jean-Christophe, alors tu as raison de pointer le fait qu'on a assisté, grosso modo, c'est l'adoption du protocole de Kyoto, notamment, qui a donné le coup d'envoi à la mise en pratique de thèses qui déjà circulaient auparavant, bien sûr, hein, pour créer des marchés sur lesquels s'échangeraient, alors soit des droits à émettre des émissions, à émettre des gaz à effet de serre, donc c'est le marché par exemple européen des quotas d'émissions, soit créer des marchés pour soi-disant les protéger. Et l'exemple que tu viens de donner, moi j'ai pas vu le reportage d'hier soir, mais je me doute effectivement de ce qui a pu être dit après ce que tu nous en as rapporté. Et donc, cette tendance-là, c'est une tendance qui va dans le sens toujours de la marchandisation de tout ce qui bouge sur la planète, hein, et de toutes les activités humaines, en passant par les connaissances, en passant par les ressources naturelles, en passant par la biodiversité, etc. etc. Et il y a plein de banques qui se proposent aujourd'hui à proposer des obligations vertes. Par exemple, c'est les obligations, ou dites aussi quelquefois obligations catastrophes, en anglais cat bonds, c'est-à-dire des obligations qui permettent de s'assurer contre la dégradation que l'on pourrait causer par tel ou tel investissement. Et donc on achète en quelque sorte le droit de continuer à émettre du gaz à effet de serre ou le droit d'utiliser l'eau, etc. Et à l'envers, l'exemple que tu donnais, donc des citoyens, si j'ai bien compris, qui se proposaient de constituer des sortes d'enclaves, de réserves qui mettraient hors marché ce qu'ils avaient eux-mêmes acheté. Bon. Mais si cette stratégie est adoptée, tu as raison de poser la question, mais alors comment va-t-on attribuer une valeur marchande, monétaire, à ces biens naturels comme l'eau? Alors ça, c'est un point que je n'ai pas développé dans cet exposé. C'était l'objet de mon livre précédent sur la richesse, la valeur inestimable. Je pense qu'il y a, tu me demandais en commençant combien il y a de sortes d'écologie ou d'écologistes, je pense qu'il y a un fourvoiement complet sur cette question de la valeur de la nature, et fourvoiement qui est véhiculé par les thèses néoclassiques de l'environnement, mais qui se trouve être relayé, à mon grand désespoir, qui se trouve être relié par nombre d'associations
dite écologiste et qui, croyant bien faire, propose effectivement de donner une valeur monétaire aux biens naturels. Par exemple, la célèbre ONG WWF a évalué il y a quelques années la valeur économique de tous les océans, et pas simplement la valeur de la pêche qu'on peut aller tirer des océans, non, la valeur des océans en eux-mêmes, et pour dire que c'est représenter la valeur intrinsèque des océans. De mon point de vue, je soutiens depuis des années que cette notion de valeur économique intrinsèque de la nature n'a strictement aucun sens. Et au contraire, a pour écueil, pour danger, présente le danger de tout réduire à un dénominateur commun, la monnaie, alors que ce qui relève, la nature ne relève pas du registre économique, mais elle relève d'un autre registre, la valeur que je peux accorder à un beau paysage, au coucher de soleil sur le bassin d'Arcachon ou à la vue du cirque de Gavarnie, ça échappe au registre économique. C'est du registre éthique, du registre philosophique, du registre politique, mais ça n'a en aucun cas une valeur économique intrinsèque. Si on donne un prix à l'eau, si on fait payer l'eau qui coule de nos robinets, c'est parce que d'une part, il faut produire l'acheminement de l'eau, il faut l'épurer auparavant, et on peut même y ajouter une taxe pour contribuer à ne pas la gaspiller. Mais le prix qu'on va lui donner, donc qui est d'ordre monétaire, ne donnera jamais la valeur au sens intrinsèque de l'eau, mais va permettre d'estimer la hauteur à laquelle on estime devoir nécessaire de la protéger. Donc, si on met une taxe pour l'utilisation d'un bien naturel, ça veut dire qu'on a décidé que la norme que l'on considère comme acceptable se situe à ce niveau-là. Et donc, là aussi, le prix, il est directement non économique, il est politique ou socio-politique. Ce que je dis, malheureusement, est combattu, contrecarré par tous les discours des institutions internationales qui rivalisent aujourd'hui de la main sur le cœur, d'engagement pour justement que la question écologique devienne quelque chose de primordial dans les choix politiques. Sur la deuxième question, enfin, l'intervention de Michel, merci, je partage quasiment à 100% ce que tu viens de dire, mais j'y apporterai simplement la nuance suivante. Si effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'idée, et ça, justement, Chamaillou le montrait très bien dans son livre, Romaric Gaudin aussi le montrait aussi dans le livre qu'il a publié l'année dernière sur la casse sociale. En Europe, et notamment en France, le néolibéralisme n'était pas allé jusqu'au bout de sa problématique, et donc il lui fallait maintenir un cadenas sur les politiques économiques, monétaires, budgétaires, etc. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Est-ce que les États-Unis étaient sortis de cette obligation, en quelque sorte? C'est peut-être pas sûr, mais je me demande si cette contrainte-là, d'ordre social en fait, elle ne se présente pas sous un jour différent aux États-Unis. C'est-à-dire que la dégringolade de l'industrie américaine face aux grands concurrents comme la Chine montre bien que les États-Unis sont aussi confrontés à une question d'ordre social, mais pas la même que celle qu'on a à faire en Europe, mais ou en tout cas pas à un degré aussi élevé. Donc voilà. Donc, en revanche, je suis tout à fait d'accord avec ton idée que selon les régions du monde, selon les pays, il y a une modulation des transformations à opérer, des transformations structurelles à opérer, et ce qui fait que la déclinaison des politiques économiques, tant monétaires que budgétaires, ne se fait pas de la même manière. Mais je continue tout de même à penser qu'il y a eu quand même un petit coup de pied dans la fourmilière donné au cours de cette année 2020, grâce ou à cause de la pandémie, parce que des choses qu'on n'aurait plus jamais osé espérer entendre sont apparues. Lorsque, au mois d'avril
dernier, la Banque d'Angleterre a annoncé publiquement sa décision de financer directement les dépenses que le Trésor anglais engagerait pour aider à lutter contre la pandémie, je vais vous dire que pour moi, c'est un coup de tonnerre. Hein, c'est-à-dire que, alors que, comme tu l'as dit, aux États-Unis, voire au Japon aussi, on n'avait pas attendu la pandémie pour avoir une perspective un petit peu différente. Mais en Europe, et même si la Banque d'Angleterre et la livre sterling n'étaient pas dans l'Union économique et monétaire européenne, dans la zone euro, même si le fait que la Banque d'Angleterre bouscule donc ce tabou qui est en vigueur au sein de l'UE, je crois, n'est pas indifférent. Bon, moi j'avais donc une question, mais bon, à moins qu'il y ait autre chose, mais bon, là tu disais que le modèle social de la précarité est contre-productif. Alors moi je pense que ça se discute un peu. En fait, ça dépend sans doute de ce qu'on inclut dans le travail ou de ce qui est pour calculer cette productivité. Parce que je prends un exemple. Si tu envisages, par exemple, la création d'entrepreneuriat, que moi j'appelle fictif, mais qui sont des l'entrepreneuriat individuel, on peut l'analyser comme étant une sortie du salariat. Et à ce moment-là, on tombe sur un modèle qui est certes ancien, c'est presque un retour au modèle de la soumission formelle au capital, c'est-à-dire que ce qui entrait dans la valorisation et qui donc pouvait, mettons, produire de la plus-value, maintenant, dans la mesure où ce n'est pas productif, on l'enlève, on l'externalise et effectivement, ça provoque éventuellement une remontée des profits. Voilà, donc je ne suis pas sûre, je ne sais pas trop, toutes ces mesures, j'ai toujours beaucoup de doutes. Mais enfin Oui. bon, voilà. J'ai aussi une autre petite question, mais qui est une grosse question. C'est sur ta conclusion. Tous ces plus que tu nous annonces, moi, je les vois plutôt. Ça me pose la question de comment les instituer, parce que c'est des compromis qu'il faut faire. Et surtout, ce qui m'interroge, c'est est-ce que l'échelle est la même pour toutes ces décisions? Je veux dire, la décision sur les communs, la décision sur la monnaie, la décision sur le social, etc. Voilà. Bon, c'est grand comme question. Bon, comme il y a deux questions, j'y réponds de suite ou bien quelqu'un d'autre Bon, j'y réponds alors, j'essaye. Bon, merci pour soulever ta première question là, sur la productivité plus ou moins forte selon qu'on est sous le régime du salariat, de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas répondre à la question. Par contre, je me suis intéressé à la question du télétravail. Et j'ai mis un petit texte sur mon blog, sur la page Alternative économique, il y a quelques jours, justement pour tirer un petit bilan de ce qui s'est passé dans la négociation entre le patronat et les syndicats. On dispose aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, on dispose de très peu d'études pour savoir si le télétravail va augmenter ou au contraire réduire la productivité du travail ou faire en sorte que la productivité progresse moins vite. Il y a le journal Les Échos, il y a la semaine dernière ou il y a 10 jours, a publié le résultat d'une étude déjà un petit peu ancienne, il y a de quelques années, sur une entreprise chinoise qui avait mis ses salariés sur la base du volontariat en télétravail pendant 9 mois et ils avaient mesuré la productivité. La productivité du travail dans cette entreprise avait augmenté de 13%. Mais sur ces 13%, 9 points étaient dus à l'augmentation du temps de travail parce qu'il ne fallait plus se déplacer, donc le matin on commençait plus tôt, le soir on finissait plus tard. Et il n'y avait que 4 points sur les 13% qui étaient dus au fait que par minute de travail, il y avait plus, c'était un centre d'appel, et pardon, j'ai oublié de le préciser, il y avait plus d'appels à la minute. Donc, les patronats aujourd'hui s'interrogent beaucoup, savoir est-ce qu'ils doivent continuer la tendance qui s'était déjà manifestée un peu avant la pandémie de profiter des nouvelles techniques pour faire télétravailler,
parce que ça présente des avantages. Il n'y a plus de collectif de travail, donc moins de grèves, moins de solidarité entre les travailleurs. Tout ça, pour le patronat, ça peut être tout à fait positif, mais ils ne sont pas sûrs que cela ait des effets très positifs sur la productivité, parce que à la fin de cette expérience, rapporte toujours le journal Les Échos il y a une dizaine de jours, à la fin de cette expérience, la moitié des travailleurs qui avaient été mis au télétravail ont souhaité arrêter et retourner sur le lieu de travail dans l'entreprise, parce qu'au stress normal du travail s'était ajouté la déprime d'être isolé. Ils en avaient assez d'être tout seuls chez eux à travailler devant leur machine. Et donc, de mon point de vue, ça renforce l'idée par laquelle j'ai terminé, à savoir que on n'est pas du tout sûr que les nouvelles techniques, que les nouvelles méthodes de management, etc., la nouvelle organisation du travail soient capables de produire des gains de productivité à la hauteur espérée par les capitalistes. Donc, mais Marie-Claude, hein, je t'avoue que je continue à avoir de grosses interrogations sur le devenir de cette productivité, dont il faut rappeler dans Espace Mars qu'elle est toujours à la source de la valeur pour le capital et donc de la rentabilité pour celui-ci, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore les moyens de dresser des scénarios, des perspectives d'évolution absolument calibrées, certaines. Je pense qu'on est encore tout à fait dans l'incertitude. Ta deuxième question, alors merci pour cette question, parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout développé ça, et j'essaierai d'y réfléchir de manière plus approfondie. Les compromis qui effectivement sont nécessaires à construire sur tous les points que j'ai énumérés dans ma conclusion ne se produisent pas, ne se construiront pas tous à la même échelle. Tu as raison, il y a des échelles locales qui peuvent être mises en jeu, il y a aussi des échelles plus larges. Je pense par exemple par rapport à la monnaie, par rapport à la question de la régulation du climat, il y a un certain nombre de questions qui, à mon avis, ne relèvent pas du local, mais relèvent d'une régulation au minimum au niveau de chaque État et sans doute au niveau interétatique. Mais on voit bien à quelle difficulté la communauté internationale se heurte pour que ces questions-là puissent être, je ne vais pas dire résolues, mais commencer à être mieux postées. Je me souviendrai toujours de mon petit voyage à Rio de Janeiro en 1992, au moment où s'ouvrait la conférence de l'ONU sur le développement soutenable. La veille de l'ouverture officielle de la conférence, le responsable en chef de cette organisation, qui s'appelait Maurice Strong, qui est décédé depuis, fait une conférence de presse à laquelle j'avais pu assister, fait une conférence de presse entourée du dirigeant du Business Council for Sustainable Development, donc qui regroupait les plus grandes multinationales du monde et qui donnait le là de la compréhension du fameux développement durable, du fameux développement soutenable. Eh bien, le là qui était donné, c'est contenu dans la question que m'a posée Jean-Christophe au début, là, à savoir qu'il fallait transformer tout en marchandises, c'est-à-dire instaurer des marchés partout. Et donc, cette question de la régulation sur ces problèmes globaux, cette question de la régulation ne peut être réglée qu'à un niveau qui dépasse les entités locales, bien, je crois bien. D'autres questions ou interventions? Il y a encore un petit peu de temps. Oui, 3 minutes. Oui. Vous mordez sur la pause, mais bon, oui, on vous l'accorde. Ou alors on fait la pause. Moi, je décide. Oui, mais après la pause, non, je ne reprends pas là. Il y a une limite à l'exploitation de la force de travail. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais fondamentalement, je pense que la crise du capitalisme, c'est qu'il atteint peut-être, c'est pas sans doute, c'est peut-être le seuil au-delà duquel il ne peut pas aller en termes d'exploitation de la force de travail sans dégrader complètement la capacité à produire de la valeur et dépasser le seuil d'exploitation de la nature. Et donc peut-être que ces deux seuils, ils s'en rapprochent. Je ne dis pas que c'est la crise finale, je ne sais pas, mais peut-être que la tendance est asymptotique en tout cas, la tendance asymptotique qui se rapproche de ces deux seuils.
Alors, j'avais justement une question pour exploiter ta force de travail. Une petite question. Qu'est-ce que tu penses des questions évoquées par Agamben sur les biopouvoirs qui seraient censés maintenant, enfin, ça serait un nouveau régime de pouvoir qui remplacerait le pouvoir souverain. Voilà. Est-ce que Bon. tu t'es intéressé à ça ou pas du tout? Non, comme Michel, moi, la dernière question, j'atteins mon seuil d'incompétence. Effectivement, je ne sais pas répondre à cette question. J'ai lu des petites choses d'Agamben, justement, qui sont tout à fait intéressantes à lire. Il a fait des Non, mais textes. voilà, Mais je n'ai pas, je suis pas en mesure d'apporter quelque chose de décisif. Je pense que ta question, il faut la relier à ce dont nous parlions à la fois ce matin et tout à l'heure, à savoir que une des tendances du capitalisme parvenu au stade que nous connaissons aujourd'hui est d'utiliser tout ce qu'il est possible d'utiliser pour justement instaurer une forme de contrôle social de plus en plus approfondi. Est-ce que c'est le 1984 d'Orwell? Sans doute, l'hypothèse est admissible aujourd'hui. Il revient, ce livre fameux revient sur le devant de la scène chaque fois qu'on parle de ça. Est-ce que ça correspond au biopouvoir défini à l'époque par Michel Foucault? Sans doute un peu aussi, mais peut-être pas non plus sous la forme dont en parlait Foucault. Mais je ne suis compétent sur aucune de ces questions, donc c'est très bien qu'elle arrive à 4h moins 2. Hein. Je suis sauvé par le gong. Non, mais en fait, je me permets de l'introduire aussi dans le débat parce qu'il me semble qu'elle rejoint des questions qui vont avoir lieu, par exemple, dans les jours qui viennent. Ça va être un peu sous-jacent, sans doute, et puis c'est quand même des débats qui ont eu cours pendant tout ce coronavirus. Et donc, voilà, moi j'étais là en train de m'interroger dans mon coin. Et bon, je voulais savoir un peu comme toi. La seule chose à laquelle j'ai un peu réfléchi et qui rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans la réponse à Jean-Christophe, la seule chose à laquelle j'ai réfléchi, parce que ça croise aussi ce que j'avais travaillé auparavant, c'est toute la discussion qui a eu lieu ce printemps sur le prix de la vie. Et sur lequel Agamben aussi est intervenu. Alors, sur le prix de la vie, comme on n'a plus le temps, là, je te renvoie au journal quotidien que j'ai tenu pendant le premier confinement, où j'ai consacré plusieurs petits textes à décrypter le discours hallucinant qui nous était proposé notamment par nos collègues de la Toulouse School of Economics, et qui propose de calculer quel est le prix d'une vie humaine. Alors, bien sûr, ils arrivent à des résultats différents selon que c'est le prix d'une vie américaine ou le prix d'une vie française ou ou le prix d'une vie africaine, bien sûr, évidemment. La vie ne vaut pas partout la même chose. Et donc, sur cette question-là, j'ai un petit peu réfléchi, donc je te renvoie à ça. C'était aussi l'objet de mon livre précédent sur la richesse, mais je pense que là aussi, il faut se défaire. Ce qui est à notre portée de pauvres économistes hétérodoxes, ce qui est à notre portée, c'est la possibilité que nous avons de porter un discours, un travail différent sur ces questions-là. Le prix de la vie ne peut pas être mesuré à l'aune des critères marchands habituels. Donc, pour moi, ça tombe sous le sens, mais ça n'a pas l'air de tomber sous le sens des économistes qui tiennent le haut du pavé, bien sûr. Là, je dépasse. Il est 16h pile. Là, voilà. Alors, je vous propose de prendre 5 minutes quand même, parce que sinon, on va s'étouffer avant la fin des conférences. Merci à Marie-Claude, merci à Michel et à Jean-Marie. Et donc, je vous propose 5 minutes pour aller marcher un peu, fumer une cigarette, boire un coup, et puis on se retrouve à 16h05, allez, 16h07. À tout de suite.